Le son de la main de ma propre mère sur la joue de ma fille a été la fin de tout. À cet instant, j'ai pris mon téléphone pour faire l'appel qui allait annuler les fonds qui payaient la vie de luxe de ma mère. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Ton soutien compte énormément pour nous. Si cette histoire te paraît intéressante, mets un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu viens. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Maintenant, commençons avec l'histoire. L'appel est arrivé à 3 heures de l'après-midi, un dimanche ordinaire, avec la précision d'une montre suisse programmée pour le malheur. Sur l'écran de mon téléphone, la photo de ma mère, Béatrice, souriait avec une chaleur qui n'avait jamais existé dans ses yeux. Je savais ce que ça voulait dire. C'était la convocation. Elisa, ma fille. Sa voix, mielleuse et fine comme un fil de caramel, glissa à travers l'écouteur. Tu es déjà en route? Ta sœur Lorena et ma petite reine sont déjà là. Nous t'attendons pour commencer avec les amuse-gueules. Mon nom est Elisa. J'ai 38 ans. Je suis architecte et fondatrice de ma propre société d'investissement immobilier. Je suis mariée à un homme merveilleux, Daniel, et nous avons une fille de 7 ans, Clara, qui est la lumière de ma vie. De l'extérieur, ma vie ressemble à une image de réussite. Mais chaque dimanche, cette façade s'effondrait sous le poids d'une seule obligation, le dîner de famille dans le penthouse de ma mère. J'ai serré le téléphone plus fort, sentant le nœud habituel se former dans mon estomac. Daniel, qui était sur le canapé en train de lire avec Clara blottie à ses côtés, leva les yeux. Il n'avait pas besoin d'entendre la conversation. La tension dans mes épaules était un langage qu'il avait appris à lire parfaitement au fil des années. « Allô, maman. »« Oui, on est presque parti, ai-je menti. » Nous étions encore en pyjama, profitant de la rare tranquillité d'un après-midi sans obligation. « Bon, ne tardez pas. J'ai fait le dessert préféré de Regina et je ne veux pas qu'il s'abîme. Tu sais comment elle devient si elle ne le mange pas frais. » Regina, ma nièce de 8 ans, la fille de ma sœur Lorena, la petite fille dorée, la princesse du royaume de ma mère. « Bien sûr, maman. Nous serons là dans 1 heure. » J'ai raccroché et poussé un soupir qui me vida presque les poumons. Daniel posa son livre à côté. « Tu n'as pas besoin d'y aller si tu n'as pas envie, mon amour, dit-il avec ce calme qui arrivait toujours à m'ancrer. On peut inventer une excuse. Dire que Clara a de la fièvre, ou que tu as un travail urgent à finir. Je me suis approché et assise à côté de lui, caressant les cheveux châtains de ma fille, absorbée à dessiner dans son cahier, inconsciente du drame des adultes. J'avais envie de dire oui, qu'on reste, qu'on commande une pizza et qu'on regarde des films jusqu'à s'endormir. Mais les chaînes invisibles du devoir étaient plus fortes que mes désirs. Je dois y aller. C'est ma mère. Daniel n'insista pas. Il savait que c'était une bataille que je menais à l'intérieur de moi depuis des décennies. Une bataille entre la femme accomplie que j'étais devenue et la petite fille qui cherchait encore une miette d'approbation de la part de celle qui lui avait donné la vie. Je me levai et dis à Clara qu'il était temps de se préparer pour aller chez sa grand-mère. La petite lumière dans ses yeux s'éteignit un peu. « On doit y aller, maman ?» Grand-mère Béatrice ne me laisse jamais dessiner dans son salon. Elle dit que je salis ses coussins. Je l'ai embrassée sur le front, le cœur serré. Je sais, mon trésor, mais ce sera juste pour un petit moment. Et si tu es sage, au retour on achètera cette glace à la pistache que tu aimes tant. C'était un pot de vin et je le savais. Un pot de vin pour compenser la froideur que je savais que ma fille allait affronter. Pendant que je m'habillais, choisissant une tenue assez élégante pour éviter les critiques de ma mère, mais assez confortable pour supporter des heures de tension, je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu l'architecte capable de négocier des contrats de millions, qui dessinait des bâtiments changeant l'horizon de la ville. Mais j'ai aussi vu la fille qui, à 38 ans, ressentait encore un frisson d'angoisse avant de voir sa propre mère. Le dîner n'était pas pour la famille. C'était une scène, une pièce de théâtre hebdomadaire où Béatrice était la directrice et la star, Lorena la coprotagoniste adorée, et moi. Moi, j'étais le personnage secondaire dont le seul rôle était de les faire briller davantage par contraste. Et cet après-midi-là, sans le savoir, je me dirigeais vers la représentation finale. Le trajet en voiture vers Polanco était toujours comme un voyage dans le temps. Pendant que les immeubles modernes et les parcs bien entretenus de Mexico défilaient par la fenêtre, mon esprit glissait inévitablement dans les couloirs poussiéreux de la mémoire, s'arrêtant toujours aux mêmes souvenirs douloureux. Aujourd'hui,
l'arrêt fut ma fête de 15 ans, ou plutôt la non-fête. J'avais 14 ans et j'en rêvais. Je ne voulais pas un grand salon ni un orchestre, juste une petite réunion dans le jardin de notre ancienne maison avec mes amis d'école, des lumières colorées et un gâteau 3 laits. Mes parents avaient l'argent de côté. Mon père, Ignacio, m'avait montré le livret de banque avec un sourire complice. Pour ma princesse, avait-il dit. Mais une semaine avant le grand jour, ma mère m'assit dans la cuisine. Elle portait cette expression de martyr qu'elle avait aussi perfectionnée, un mélange de sacrifice et de reproche. « Elisa, ma fille, il faut qu'on parle », commença-t-elle en fixant un pli inexistant sur la nappe. « Ta sœur Lorena traverse un moment difficile. » Lorena, à 12 ans, traversait toujours un moment difficile qui exigeait l'attention et les ressources de toute la famille. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demandai-je, devinant déjà le désastre. Elle a été invitée à la fête d'anniversaire de la fille d'E de la Vega. Imagine-toi, c'est la fête de l'année, mais elle n'a rien à se mettre, rien. Elle se sent tellement mal à l'aise. Je n'ai rien dit. Je savais où ça allait mener. J'ai vu un sac magnifique dans cette boutique qu'elle aime tant, continua Béatrice, les yeux brillants d'une émotion qu'elle ne montrait jamais pour mes réussites. Un sac de créateur. Avec ce sac, ma fille, elle entrerait à cette fête en se sentant sûre d'elle, comme la fille spéciale qu'elle est. Mais il est très cher. Le silence s'étira entre nous. Finalement, elle le dit. J'ai pensé que ta fête, c'est un peu enfantin, non? Tant de dépenses juste pour des enfants qui vont mettre le désordre. Peut-être qu'on pourrait utiliser cet argent pour quelque chose de plus durable, quelque chose qui serve vraiment à la famille. À Lorena, voulais-je hurler. Ça sert à Lorena. Mais je me suis tu, la gorge serrée par les larmes que je refusais de laisser couler devant elle. J'ai hoché la tête. Que pouvais-je faire d'autre? Cette nuit-là, j'ai pleuré dans ma chambre jusqu'à ce que mon père entre. Il s'est assis au bord de mon lit sans rien dire, juste en caressant mes cheveux. Puis il sortit une petite boîte de sa poche. « Ce n'est pas une fête, mais c'est quelque chose », murmura-t-il. Dedans, il y avait une petite boussole en argent, ancienne et lourde. L'aiguille tremblait sous la lumière de la lampe. « Ton arrière-grand-père était navigateur », me raconta-t-il. Il disait qu'un homme sans boussole est à la merci des vents des autres. Je veux que tu aies ça, Elisa, pour que tu trouves toujours ton propre nord, peu importe où les autres veulent t'emmener. La semaine suivante, je n'ai pas eu de fête, mais mon père m'a emmené dîner dans mon restaurant préféré et m'a offert mon premier livre sur les finances et l'investissement. Ne dépend de personne, Elisa, me dit-il ce soir-là avec un regard sérieux. Construis ton propre bateau, apprends à lire tes propres étoiles. Pas même de ta mère. Maintenant, à 38 ans, en conduisant une voiture qui pouvait acheter 100 de ses sacs, je sentais le poids familier de la boussole dans la poche de ma veste. Mon père était mort 10 ans plus tôt, mais ses paroles étaient l'encre qui m'avait gardé à flot dans la mer agitée qu'était ma famille. Il avait vu la vérité. Il avait vu que pour ma mère, j'étais une dépense, et Lorena un investissement dans son propre statut social. Et ce soir-là, alors que je me préparais pour un autre dîner-spectacle, je me rendis compte qu'en dépit de tout mon succès, une partie de moi restait cette fille de 14 ans, espérant que, pour une fois, quelqu'un choisirait mon bonheur plutôt qu'un sac de créateur. Le souvenir suivant qui me frappa, aussi vif que si c'était hier, fut le jour de ma remise de diplôme en architecture. C'était une étape énorme, l'aboutissement de 5 ans de nuit blanche, de maquettes collées aux doigts, de calculs structurels qui me donnaient des migraines. J'avais fini avec mention honorifique, la meilleure de ma promotion. J'étais fier. Pour la première fois, je sentais que j'avais accompli quelque chose d'incontestable, quelque chose que même ma mère ne pourrait pas minimiser. Pour la cérémonie, j'avais économisé pendant des mois. Je travaillais à mi-temps dans un bureau, en plus de mes études, et chaque peso en plus allait dans une enveloppe que je gardais dans mon tiroir. Je voulais une robe qui représente cet accomplissement, pas une robe de marque, mais quelque chose qui me fasse sentir puissante, professionnelle. Je l'ai trouvée dans une petite boutique du centre, une robe de coupe tailleur, couleur bleu marine, élégante et intemporelle. Elle m'a coûté une petite fortune, mais quand je l'ai essayée, j'ai senti que c'était une armure. Le jour de la remise des diplômes, je me suis préparé avec un soin presque cérémonial. Je me sentais rayonnante, prête à recevoir mon diplôme. Quand je suis descendu au salon, où la famille s'était réunie pour partir ensemble à l'université, ma mère m'a regardé de haut en bas. Son sourire s'est crispé.
C'est ça la robe que tu vas mettre, demanda-t-elle, son ton chargé d'un jugement à peine caché. Oui, répondis-je, mon sourire tremblant. Tu l'aimes? Je l'ai achetée moi-même. Ça fait simple, ma fille. Un peu bon marché, tu ne trouves pas, dit-elle assez fort pour que mes oncles et cousins entendent. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Il y aura des gens importants là-bas. Le recteur, les professeurs. Tu ne voudras pas donner une mauvaise impression. Ma sœur Lorena, qui avait alors une vingtaine d'années et flottait dans la vie sans autre souci que choisir quoi porter, s'approcha. Maman a raison. Ellie ressemble à une employée de bureau. Pourquoi tu ne mets pas la robe verte que j'ai mise pour le mariage de la cousine Sophia? Ça t'irait mieux. C'était une robe de soirée pleine de volants, complètement inappropriée pour une cérémonie académique. Mais pour ma mère et ma sœur, l'apparence comptait plus que tout. La substance, l'effort, les réussites, tout ça passait au second plan. Non merci. J'aime ma robe, dis-je en essayant de garder ma fermeté. C'est alors que ma mère donna le coup final. Ne sois pas têtue, Elisa. Tu vas couvrir la famille de honte. Va te changer maintenant, sinon nous n'y allons pas. L'ultimatum resta suspendu dans l'air lourd et empoisonné. J'ai regardé mon père pour chercher du soutien, mais il détourna les yeux, coincé entre sa femme et sa fille, une position qu'il détestait. Le reste de la famille fit semblant de ne rien entendre, soudain absorbé par leur téléphone ou des conversations banales. J'étais seul. Je suis monté dans ma chambre, vaincu. J'ai enlevé ma robe armure et j'ai mis la robe de soirée de Lorena. Elle m'allait un peu grande et la couleur verte me rendait pâle. Quand je suis redescendu, ma mère sourit, satisfaite. Là c'est bien mieux. Maintenant tu ressembles à la fille de quelqu'un d'important. Pendant toute la cérémonie, je me suis senti comme une impostrice. En marchant pour recevoir mon diplôme, avec les applaudissements de mes camarades en fond, je ne ressentais pas de fierté, mais une profonde et amère humiliation. La robe me semblait un déguisement, une preuve visible que, peu importe ce que j'accomplissais, ma valeur serait toujours dictée par l'approbation superficielle de ma mère. Ce jour-là, debout sur l'estrade avec un diplôme d'honneur à la main mais le cœur complètement vide, j'ai pris une autre décision. Je ne serais pas seulement réussi, je serais tellement puissante financièrement que plus jamais personne ne pourrait dicter ce que je devais ou non porter, dire ou ressentir. Je construirais mon propre monde avec mes propres règles. Un monde où le mérite se mesurerait en plan et en bâtiment, pas en étiquette de créateur. Un monde où, un jour, j'aurais le contrôle. Et maintenant, en garant ma voiture de luxe dans le garage souterrain de l'immeuble le plus exclusif de Polanco, je me rendis compte que j'avais tenu cette promesse. J'avais le contrôle. La question était, étais-je prête à l'utiliser? L'ascenseur monta en silence, un cube d'acier et de verre qui nous transportait vers la stratosphère de ma mère. Quand les portes s'ouvrirent directement dans son vestibule, l'air changea. Ça sentait le parfum cher et les fleurs fraîches, une combinaison qui m'avait toujours donné une légère nausée. La porte de l'appartement était ouverte. Béatrice apparut dans l'embrasure, rayonnante dans une robe de soie couleur champagne. « Enfin vous arrivez » s'exclama-t-elle. Mais son regard passa par-dessus moi, Daniel et même Clara, pour se fixer sur quelque chose derrière nous. « Ma princesse !»« Ma petite reine !» cria-t-elle avec joie. Ma sœur Lorena et sa fille Regina sortaient de l'autre ascenseur. Ma mère courut pour embrasser sa petite fille, la soulevant dans ses bras et la couvrant de baisers bruyants. « Mais que tu es belle, ma vie. Cette robe te va à merveille. Tu vois, Lorena? Je t'avais dit que le rose était sa couleur. » Lorena sourit, fière. Elle l'a choisi elle-même, maman. Elle a un goût impeccable. Tout cela se déroula en 30 secondes, tandis que ma famille et moi restions plantés à l'entrée, invisibles. Finalement, Béatrice se tourna, Regina toujours dans ses bras. « Ah, Elisa, bonjour. Entrez, entrez, vous faites des courants d'air, dit-elle avec la même émotion qu'on réserve à un livreur. À Clara, ma fille, elle jeta à peine un regard. « Bonjour. Attention à ne pas toucher les murs, on vient de les peindre. » Nous entrâmes. Le Pantouse était un monument à l'excès, meubles italiens de designer, art contemporain qu'elle ne comprenait même pas, et une vue panoramique de la ville qui criait « argent ». Pendant que Daniel saluait poliment Lorena, je ne pus m'empêcher, en tant qu'architecte, d'analyser l'espace. La distribution est terrible, pensais-je.
Un mur porteur inutile bloque toute la circulation et le canapé est tourné dos à la baie vitrée, gâchant complètement la lumière naturelle et la vue. Ma mère ne valorisait pas l'essence, seulement l'apparence. Béatrice, inconsciente de mes pensées, exhibait déjà sa dernière acquisition. « Regardez ce collier », dit-elle en touchant un tour de cou de perles et diamants. Un petit caprice. Ce sont les luxes que votre père, que Dieu et son âme, a toujours voulu que j'aie. C'était un homme tellement généreux. Daniel et moi échangeâmes un regard. La générosité de mon père, gérée par la fiducie, était en réalité le fruit de mon travail, de mes investissements, de mes nuits passées à vérifier des plans pendant qu'elle dormait dans des draps de soie égyptienne. Mais elle ne le savait pas. Pour elle, l'argent apparaissait comme un droit divin qu'elle ne questionnait jamais. Clara, ma fille, s'approcha timidement de moi, tenant son cahier de dessin. « Maman, je peux dessiner ici ?» Avant que je réponde, Béatrice intervint. « Oh non, petite. Pas ici. Les crayons peuvent tacher le canapé. Pourquoi tu ne vas pas regarder la télé dans la salle de jeu avec Regina ?» C'était un ordre, pas une suggestion. La salle de jeu était en réalité une pièce pleine des jouets les plus chers et technologiques pour Regina. Clara, avec ses simples crayons de couleur, n'y avait pas sa place. L'accueil était terminé. Les règles du jeu, comme toujours, étaient claires. Regina était la star et Clara, une figurante. Après une tournée d'amuse-gueule où toutes les anecdotes tournaient autour de Lorena et Regina, Béatrice annonça avec des fanfares qu'il était l'heure du dessert. Elle alla à la cuisine et revint avec un gâteau spectaculaire, une mousse aux fraises et chocolat blanc décorée de fruits rouges frais et de copeaux d'or comestibles. Surprise! Chantonna-t-elle en le posant au centre de la table. Le préféré de ma reine. Regina applaudit, ses yeux brillants. C'était aussi un des desserts préférés de Clara, mais ce détail avait, bien sûr, été oublié. Béatrice prit le couteau avec la solennité d'un chirurgien. Elle coupa la première tranche, généreuse et parfaite, avec la plus grosse fraise et le plus de chocolat. « Pour la petite fille la plus douce du monde », dit-elle en la donnant à Regina. Puis elle coupa les autres parts, visiblement plus petites. Quand vint le tour de Clara, elle lui donna le morceau de la fin, un peu écrasé, avec juste une framboise solitaire. Clara l'accepta sans rien dire, les yeux baissés. C'était la leçon qu'elle avait apprise dans cette maison, ne pas se plaindre, ne pas demander plus, simplement accepter les restes. Pendant que les autres mangeaient, Clara sortit son cahier et un crayon pour dessiner sur la table de la salle à manger, un espace qu'elle jugea sûr. Elle dessinait un portrait de Daniel, son père. Elle était concentrée, sa petite langue dépassant de la commissure de ses lèvres. C'était un dessin rempli de l'amour d'un enfant, et Daniel la regardait avec un sourire de pur orgueil. Regina, ayant englouti son gâteau en quelques secondes, s'approcha pour regarder. « C'est quoi cette horreur ?» demanda-t-elle d'une voix pleine de supériorité, imitant à la perfection sa grand-mère. « C'est mon papa », murmura Clara sans lever les yeux. « Eh bien, on dirait un monstre, et mon papa est plus beau. » Et d'un geste rapide et volontaire, Regina prit un verre d'eau et fit semblant de trébucher, renversant le liquide sur le dessin. Le papier s'imbiba, l'encre du crayon se brouilla, et le portrait de Daniel devint une tache grise et triste. Clara laissa échapper un cri étouffé en voyant son œuvre détruite. Les larmes jaillirent de ses yeux. « Tu l'as fait exprès. »« C'est moi, et alors ?» répliqua Regina. Je me levai immédiatement. « Regina, ça ne se fait pas. Demande pardon à ta cousine. » Lorena s'interposa, serrant sa fille dans ses bras. « S'excuser de quoi ? C'était un accident. Tu ne peux pas accuser une enfant comme ça. » Mais c'est la voix de ma mère qui tomba comme une sentence. « Elisa, pour l'amour de Dieu. Toujours en train de faire tout un drame. Ce sont des fillettes qui jouent. Regina ne l'a pas fait exprès, n'est-ce pas, mon amour ?» dit-elle en regardant Regina avec adoration. Regina, voyant qu'elle avait le contrôle total, acquiesça vigoureusement. « Ça m'a échappé, mamie. »« Tu vois ?» dit Béatrice en me regardant avec désapprobation. « Celle qui doit se calmer, c'est Clara. On ne pleure pas pour une simple feuille tachée. Tu es trop sensible, tout comme ta mère. » Je restai glacé. Non seulement elles avaient excusé le comportement de Regina, mais elles avaient tordu la situation pour blâmer ma fille de sa propre tristesse. Daniel se leva, le visage comme un masque de colère contenue. « Béatrice, avec tout le respect,
votre petite fille a jeté de l'eau sur le dessin de ma fille volontairement. Nous l'avons tous vu. Ma mère le regarda comme s'il était un insecte. Ne te mêle pas de ça, Daniel. Ce sont des affaires de ma famille, et dans ma famille, on n'élève pas des filles pleurnicheuses et rancunières. Le message était clair. L'injustice était la norme. La vérité était sans importance. La seule chose qui comptait, c'était de protéger l'image parfaite de sa petite fille préférée, même au prix du bonheur de l'autre. Encore une fois, comme tant d'autres fois dans ma vie, je choisis le chemin le plus facile. Je fis taire Daniel d'un regard et pris Clara dans mes bras, en lui chuchotant qu'on referait un autre dessin à la maison, un bien plus joli. Mais en le faisant, je sentis une vague de mépris de moi-même. À quoi servait tout mon succès, tout mon pouvoir, si, dans l'essentiel ce qui importe vraiment je continuais à laisser piétiner ma fille comme on m'avait piétiné, moi? Cet après-midi-là, le gâteau de l'injustice laissa un goût amer qu'aucune somme d'argent ne pouvait adoucir. C'était un présage, un dernier avertissement que, dans ma cécité volontaire, j'ai choisi d'ignorer. La conversation pendant le plat principal, un steak que ma mère se vantait d'avoir acheté chez le boucher le plus exclusif de la ville, se transforma rapidement en tribunal où l'on jugeait l'avenir de nos petites filles. Béatrice, bien sûr, était la procureure, la juge et le jury. Regina vient d'être acceptée dans la compagnie de ballet pour enfants du Palais des Beaux-Arts, annonça-t-elle, la poitrine gonflée de fierté. La professeure dit qu'elle a un talent inné, une grâce qu'on ne voit pas tous les jours. Elle sera une grande danseuse, elle voyagera dans le monde. On lui cherche déjà un professeur de français. Lorena souriait, approuvant chaque mot. Elle a toujours été si artistique, maman. Elle a ton élégance. Daniel et moi avons félicité Regina, un compliment sincère malgré l'ambiance. C'était une enfant talentueuse, on ne pouvait pas le nier. Le problème n'a jamais été Regina. Le problème, c'était le piédestal sur lequel on la posait, et l'ombre que ce piédestal projetait sur ma fille. Comme si elle lisait mes pensées, Béatrice se tourna vers Clara. « Et toi, Clara, tu en es toujours à tes petits dessins ?» demanda-t-elle, le mot « petit dessin » chargé de condescendance. Clara, qui mangeait en silence, acquiesça timidement. Je saisis l'occasion pour la défendre. « En fait, maman, la prof d'art plastique de Clara nous a appelés la semaine dernière. Elle a dit qu'elle a une incroyable maîtrise de la composition et de la couleur. Elle pense qu'elle a un bel avenir comme artiste visuel. Nous pensons l'inscrire à un stage d'été au Centre national des arts. » Béatrice posa ses couverts sur l'assiette dans un bruit sec. « Artiste ? S'il te plaît, Elisa, ne sois pas ridicule. L'art ne rapporte pas d'argent. C'est un passe-temps de bohème qui vit dans la misère. C'est ça que tu veux pour ta fille ? Maman, être architecte est aussi une forme d'art et je ne m'en sors pas si mal, répliquai-je, la voix plus tranchante que je ne l'aurais voulu. Elle me regarda avec dédain. Toi, tu as eu de la chance, et l'intelligence pour les affaires de ton père. Cette enfant est différente. Elle rêve trop. Ce dont elle a besoin, c'est de discipline, pas que tu encourages ses fantasmes. Tu devrais la guider vers quelque chose de pratique, quelque chose qui lui assurera un bon mari. Comme je l'ai fait avec Lorena. Je regardais ma sœur. Lorena n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle s'était mariée jeune avec un homme d'une bonne famille, avait divorcé, et vivait maintenant de la pension et des généreux cadeaux de ma mère, cadeaux financés par ma fiducie. C'était ça, le modèle de réussite. Daniel intervint. Sa voix était un contrepoint de calme à la tension croissante. Béatrice, le plus important, c'est que Clara soit heureuse et développe ses talents, quels qu'ils soient. Le soutien financier ne sera pas un problème. Ma mère l'ignora comme s'il n'avait rien dit. Ses yeux étaient fixés sur moi. Voilà ton problème, Elisa. Tu crois que l'argent règle tout. Tu lui donnes tout ce qu'elle veut et tu l'élèves pour qu'elle devienne une molle inutile. Tu ne la prépares pas au vrai monde. Le vrai monde, c'est celui où les gens suivent leur passion et transforment leur talent en carrière, dis-je, ma patience à bout, et je vais soutenir ma fille pour qu'elle fasse exactement ça. Béatrice lâcha un petit rire sans joie. On verra dans 20 ans qui avait raison. Quand Regina dansera sur les scènes de Paris et que ta fille vendra ses tableaux dans un bazar de Coyoacán. Le dîner continua, mais pour moi, la nourriture avait perdu toute saveur. Ce n'était pas une discussion sur l'avenir de nos filles, c'était une attaque directe, une invalidation totale de mes choix de mère et de l'essence même de ma fille.
Ma mère ne se souciait pas du bien-être de Clara. Elle était vexée parce que je ne suivais pas son scénario, parce que j'osais élever ma fille avec des valeurs différentes des siennes, des valeurs d'authenticité et de passion, au lieu de statut et d'apparence. La tension était si dense qu'on pouvait la couper au couteau, et le couteau était sur le point de tomber. La sentence de ma mère sur l'avenir de Clara laissa un silence glacial à table. Ma fille, avec l'incroyable résilience des enfants, haussa comme les épaules et se réfugia dans son propre monde. Elle demanda la permission de se lever et alla au salon, un espace vaste et minimaliste, dominé par un énorme canapé blanc. Elle s'assit dans un coin, loin des coussins de soie, et continua de dessiner dans son cahier. C'était sa façon de gérer les choses, de créer un espace sûr dans un environnement hostile. Regina, ennuyée par la conversation des adultes, la suivit. Elle se plaça devant elle, les mains sur les hanches, imitant la posture autoritaire de sa grand-mère. « Tu continues à dessiner ton papa moche, dit-elle à mi-voix, assez fort pour qu'on l'entende. Clara l'ignora, serrant plus fort son crayon. « Ma mamie dit que tu vas être pauvre et que moi je serai célèbre, continua Regina, d'une voix chantante et cruelle. Je t'enverrai des cartes postales de Paris pour que tu ne te sentes pas trop mal. C'en fut trop pour Clara. Elle se leva et fit face à sa cousine, ses petits poings serrés. C'est pas vrai. Ma maman dit que je suis une grande artiste. Ta mère est une menteuse, répliqua Regina. Et alors, dans un élan de méchanceté enfantine, elle se jeta pour lui arracher la tablette sur laquelle Clara appuyait son cahier. Je vais te montrer comment danse une vraie artiste. Elle est à moi. Cria Clara en s'agrippant à l'appareil. Elles commencèrent à se disputer l'objet. C'était un tourbillon de bras et de jambes d'enfant, une dispute qui, dans n'importe quelle autre maison, se serait terminée par l'intervention d'un adulte raisonnable, mais ce n'était pas n'importe quelle maison. Regina, un peu plus grande et plus forte, tira trop fort. Elle perdit l'équilibre et tomba en arrière sur le tapis épais. Elle ne se cogna pas, ne se blessa pas. Ce fut une chute douce, amortie. Mais elle poussa un cri aigu et perçant, un hurlement d'actrice accomplie. Aïe, elle m'a poussé. Clara m'a frappé. Béatrice et Lorena se levèrent de table comme propulsées par un ressort. Elles coururent au salon, m'ignorant, ainsi que Daniel qui arrivait juste derrière. « Mon trésor, ça va, ma reine ?» disait Béatrice en s'agenouillant pour examiner Regina, qui pleurait maintenant à chaudes larmes plus pour le spectacle que pour la douleur. Lorena se tourna vers moi, les yeux lançant des éclairs. « Tu vois ce que fait ta fille, Elisa ? C'est une sauvage. » « C'était un accident, dis-je, la voix tremblante de colère. Elle se disputait la tablette. C'est Regina qui a commencé. Mais ma mère n'écoutait aucune raison. Elle se releva, le visage figé en masque de colère justicière. Elle s'approcha de Clara, restée paralysée, les yeux grands ouverts de peur et d'incrédulité. « Tu oses lever la main sur ta cousine après tout ce qu'on fait pour toi ? » Non, moi. Elle m'a arraché, balbutia Clara. Et silence. Rugit Béatrice. Et alors, cela arriva. Le temps sembla ralentir. Je vis sa main se lever. Je vis l'incrédulité dans les yeux de Daniel. Je sentis mon propre cri se coincer dans ma gorge. La main de ma mère, la même main qui était censée donner du réconfort et des caresses, s'écrasa sur la joue de ma fille. Le son fut sec, un claquement qui sembla aspirer tout l'oxygène de la pièce. Béatrice a crié, son visage déformé par une colère qui n'avait rien à voir avec l'incident. C'était la colère accumulée pendant des années, dirigée contre moi, mais abattue sur le visage innocent de ma fille. Ta cousine est un ange, pas comme toi. L'écho de la gifle resta suspendu dans l'air, vibrant dans le silence soudain et total qui s'installa dans le Penthouse. C'était un silence dense, lourd, seulement brisé par un petit sanglot étouffé de ma fille. Clara porta une main à sa joue, où une marque rouge commençait à fleurir comme un coquelicot empoisonné. Ses yeux, immenses et pleins d'une confusion déchirante, croisèrent les miens. Dans ce regard, j'ai vu une question qu'aucune fillette de 7 ans ne devrait poser à sa mère. « Pourquoi tu ne m'as pas protégée ?» À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas une cassure bruyante, mais un effondrement structurel, silencieux et profond. Toutes les excuses que j'avais construites en 38 ans pour justifier le comportement de ma mère, elle a eu une enfance difficile, elle ne sait pas exprimer son amour, au fond elle nous aime, se sont écroulées, devenant poussière et cendre. La femme devant moi, haletante d'une fureur autosatisfaite,
n'était pas une mère imparfaite, c'était une agresseuse, et ma fille était sa victime. Pour moi, le temps s'est arrêté. Le son de la main de ma propre mère sur la joue de ma fille fut la fin de tout. La fin de l'espoir, la fin du déni, la fin du devoir filial. À ce moment-là, ma loyauté n'allait pas à la femme qui m'avait donné la vie, mais à la petite vie que j'avais mise au monde. Ma main, presque d'elle-même, entra dans la poche de ma veste et mes doigts se refermèrent sur la surface froide de la boussole en argent que mon père m'avait donnée. Le métal paraissait solide, réel. Trouve ton propre nord, ma fille. Pour la première fois depuis longtemps, le chemin était totalement clair. Mon nord, c'était ma fille. Mon nord, c'était la protéger à tout prix. Il n'y avait plus en moi un acte de vengeance, mais un acte de survie. Survie pour Clara, pour qu'elle ne grandisse pas en croyant que l'amour fait mal. Et survie pour la petite fille que j'avais été, celle qui n'avait jamais eu quelqu'un pour la défendre ainsi. Le cycle de violence, l'héritage de douleur transmis comme un patrimoine, allait mourir ce soir-là. Avec moi. Béatrice, inconsciente de la transformation qui se produisait en moi, restait sur son piédestal de colère. Voyons si avec ça elle apprend à respecter ses aînés et à ne pas être si envieuse, dit-elle en regardant Clara avec mépris. Lorena berçait une Regina qui avait déjà cessé de pleurer et observait maintenant la scène avec une curiosité morbide. Daniel fit un pas en avant, son corps tendu comme un arc. « Béatrice, vous venez de frapper ma fille, et vous recommenceriez, lança-t-il. Il faut bien que quelqu'un éduque cette gamine, puisque vous deux êtes des incapables. » Ce furent les derniers mots que j'entendis. Tout le reste devint du bruit blanc. Je m'agenouillai devant Clara, ôtai sa petite main de sa joue et déposai un baiser sur sa peau rougie. « On rentre à la maison, mon amour, lui murmurai-je. Elle hocha la tête, ses yeux fixés dans les miens, trouvant un refuge dans mon calme soudain. Je la pris dans mes bras, son petit corps tremblant contre le mien. En me relevant, mon regard croisa celui de ma mère. Pour la première fois de ma vie, elle ne vit dans mes yeux ni peur, ni supplication, ni tristesse. Elle vit un vide glacé. Elle vit une étrangère. Avec Clara bien serrée dans mes bras, son visage enfoui contre mon cou, je marchais d'un pas calme qui me semblait étranger, comme si j'observais quelqu'un d'autre. Daniel me suivait de près, présence silencieuse et protectrice dans mon dos. « Où crois-tu aller, Elisa ?» La voix de ma mère me poursuivit dans le salon. « Nous n'avons pas fini de parler. Ta fille doit s'excuser. » Je ne m'arrêtais pas, je ne tournais pas la tête. Chaque pas vers la porte était un pas loin de mon ancienne vie. « Elisa, je te parle. » Sa voix montait, teintée d'hystérie, quand elle comprit qu'elle perdait le contrôle. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies ? Ingrate. » Ces mots ne me blessaient plus. C'étaient des pierres lancées contre un mur de verre blindé. Nous arrivâmes au hall de l'ascenseur. Tandis que Daniel appuyait sur le bouton, Béatrice et Lorena apparurent à l'embrasure de leur appartement. « Si tu passes cette porte, Elisa, ne t'avise pas de revenir, » menaça Béatrice, sa dernière carte dans une partie qu'elle avait déjà perdue. L'ascenseur arriva, les portes s'ouvrirent. Nous entrâmes. Pendant qu'elle se refermait, la dernière image que j'eus fut le visage de ma mère, décomposé par l'incrédulité et la fureur. Dans la cabine de métal, le silence était absolu. Je caressais les cheveux de Clara jusqu'à sentir sa respiration se calmer. Daniel posa sa main sur mon épaule. « Je suis fier de toi, dit-il à voix basse. » J'acquiesçai, incapable de parler. Ce n'était pas de la fierté que je ressentais, mais une résolution froide et dure. La douleur viendrait après. Maintenant, c'était le moment d'agir. Nous arrivâmes au parking souterrain. Après avoir attaché Clara dans son siège auto, je m'arrêtai avant de monter côté conducteur. Je sortis mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. À cet instant, j'ai pris mon téléphone pour faire l'appel qui annulerait les fonds finançant la vie de luxe de ma mère, la vie qui lui permettait de juger et de blesser depuis son trône d'ivoire. Je cherchais le contact dans mon répertoire, Maître Serrano. C'était l'avocat et exécuteur testamentaire de mon père, un homme âgé, sage et discret, qui connaissait tous les secrets de la famille. Il répondit à la seconde sonnerie. « Elisa, quelle surprise !»« Tout va bien ?»« Bonsoir, maître, dis-je, la voix ferme et claire. Je vous appelle pour vous informer que j'ai pris une décision. » Il y eut une pause. Je l'imaginais de l'autre côté de la ligne, ajustant ses lunettes,
comprenant que ce n'était pas un appel de courtoisie. Je vous écoute. Je veux invoquer la clause de révocation de la fiducie de ma mère. La fiducie, Béatrice de Ramirez. Le silence à l'autre bout fut profond. Maître Serrano était le seul, à part moi, à connaître la véritable structure du patrimoine de mon père. Il savait que cette fiducie, qui versait à ma mère une rente mensuelle exorbitante, était une création à moi, alimentée par les bénéfices de l'entreprise que mon père m'avait laissée à moi, et à moi seul. Et il savait qu'elle contenait une clause d'urgence, un bouton rouge que mon père avait insisté pour inclure. Compris, Elisa, dit-il enfin, le ton professionnel mais avec une nuance de compréhension. Selon les instructions de votre père, la décision finale a toujours été la vôtre. Souhaitez-vous que je procède avec effet immédiat? Avec effet immédiat, confirmez-je sans la moindre hésitation. Annulez toutes les lignes de crédit associées et informez les institutions concernées dès demain matin. Il en sera ainsi. Il fit une pause. Votre père serait fier de la femme que vous êtes devenue. Je raccrochai. Le poids de 38 ans de soumission se dissipa dans l'air froid du parking. Je ne ressentis ni joie ni triomphe, juste une paix étrange et désolée. J'avais trouvé mon or, et maintenant, le monde de ma mère était sur le point de perdre le sien. Le trajet de retour fut silencieux. Clara s'était endormie sur la banquette arrière, épuisée par les montagnes russes émotionnelles. Daniel conduisait, les mains fermes sur le volant, me lançant parfois des regards pleins d'un soutien inconditionnel qui était mon seul baume. Je regardais par la fenêtre les lumières de la ville, sans vraiment les voir. Mon esprit était un tourbillon d'images et de décisions. L'appel à Maître Serrano n'avait pas été la fin, mais le début. La fiducie n'était que le premier pilier de la façade de ma mère que j'étais sur le point d'abattre. Quand nous sommes rentrés, j'ai porté Clara directement jusqu'à son lit. Je lui ai enlevé ses chaussures et je l'ai bordée, en embrassant sa joue encore légèrement gonflée. La voir dormir, si vulnérable et parfaite, confirma chaque fibre de ma décision. L'amour d'une mère n'est pas un sentiment passif, c'est une forteresse, une muraille. Et je venais de commencer à construire la mienne. Dans la cuisine, Daniel me servit un verre de vin. « Tu l'as vraiment fait ?» demanda-t-il. Pas avec du doute, mais avec une douce admiration. J'acquiesçai en prenant une gorgée. Le liquide avait un goût amer sur ma langue. Je lui ai donné 38 ans de chance, Daniel. Hier soir, c'était la dernière. Nous restâmes assis en silence un moment. Le seul son était le tic-tac de l'horloge murale, marquant les derniers instants de la vie telle que ma mère la connaissait. « Tu crois qu'elle fera quoi ?» demanda-t-il. « D'abord, elle paniquera, dis-je, mon esprit de stratège reprenant les commandes. Ensuite, elle se mettra en rage. Elle va essayer de m'appeler, de me manipuler, de me culpabiliser. Elle utilisera Lorena, elle utilisera la famille. Elle essaiera de me monter contre tout le monde. Et toi, que feras-tu ? » Je le regardais et, pour la première fois depuis longtemps, je sentis que l'architecte en moi, celle qui conçoit des structures solides et résilientes, prenait le contrôle de ma vie personnelle. Je vais la laisser s'écraser contre le mur qu'elle a elle-même construit. Je ne répondrai pas à ses appels. Je ne répondrai pas à ses messages. Je vais fixer une limite si claire et si dure qu'elle n'aura pas d'autre choix que de la voir. Je me levai et allai à mon bureau. J'ouvris mon ordinateur portable et je commençai à rédiger des emails. L'un pour le gestionnaire de l'immeuble du Penthouse de ma mère, un autre pour la banque, autorisant Maître Serrano à agir en mon nom. Je coupais les fils un par un, avec une précision chirurgicale. Daniel s'adossa au cadre de la porte, m'observant. « Ce sera une guerre, Ellie. »« Je sais, » répondis-je sans quitter l'écran des yeux. « Mais pour la première fois, je ne vais pas me battre pour maintenir la paix. Je vais me battre pour l'obtenir. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je passais des heures à planifier, à anticiper chaque mouvement possible de ma mère, à préparer mes contre-attaques. C'était comme concevoir un bâtiment pour résister à un tremblement de terre. Je savais que les répliques seraient violentes, que la structure de ma famille serait secouée jusqu'aux fondations, mais je construisais sur le roc de l'amour inconditionnel pour ma fille. Et cette structure, je le savais avec une certitude absolue, ne s'effondrerait pas. Le calme que je ressentais n'était pas l'absence de problèmes, c'était la confiance de savoir que j'étais enfin prête à les affronter. Si cette histoire résonne avec toi, je t'apprécierais énormément de mettre un like à la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire avec le nom de la ville d'où tu regardes.
Chaque commentaire aide cette histoire à atteindre plus de personnes. Merci beaucoup pour ton soutien. 2 jours passèrent. 2 jours d'un silence tendu, contre nature. Ni ni appel ni message. Je savais que ce n'était pas la paix, c'était l'œil du cyclone. Ma mère ne s'était probablement pas encore rendu compte de l'ampleur du désastre. Sa vie était tellement automatisée par le luxe qu'il faudrait quelques jours avant qu'elle ait besoin d'utiliser activement l'argent qu'elle n'avait plus. L'appel arriva le mardi matin. J'étais en réunion dans mon bureau, en train de revoir les plans d'un nouveau complexe résidentiel. Mon téléphone vibra sur la table. Maman. Je m'excusai auprès de mon équipe et sortis dans mon bureau privé. Je pris une grande inspiration et je répondis. Allô? Elisa, sa voix était un cri aigu de panique. Il se passe quelque chose d'horrible. Je suis allé à la boutique habituelle, tu sais? Celle du coin de Masaryk, et ma carte n'est pas passée. Aucune d'elles. L'American Express, la Visa, rien. Le système doit être en panne. Quelle honte. Tu dois appeler la banque. J'écoutais en silence, la laissant se décharger. Il n'y avait pas une once d'inquiétude pour ce qui s'était passé dimanche, pas une question pour Clara. Son monde commençait et finissait avec sa capacité à consommer. Il n'y a aucun problème de système, maman, dis-je. Ma voix était un bloc de glace. Il y eut une pause. Qu'est-ce que tu veux dire alors? C'est quoi? Ça veut dire que les cartes n'ont plus de fonds parce que la fiducie qui les couvrait n'existe plus. Le silence à l'autre bout fut si profond que j'entendais sa respiration haletante. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Balbutia-t-elle, l'incrédulité colorant sa voix. Je dis que je l'ai fermé. Dimanche soir, après que tu as frappé ma fille, j'ai annulé la fiducie. L'argent est fini, maman. L'incrédulité se transforma en fureur. Je pouvais la visualiser, le visage rougissant, les mains serrant son téléphone dernier cri. « Tu n'as pas le droit de faire ça !» hurla-t-elle, la voix déformée par la rage. « Tu n'as aucun droit. Cet argent était à moi. L'argent qu'Ignacio m'a laissé pour s'occuper de moi. »« Tu te trompes, dis-je, ma voix calme contrastant violemment avec son hystérie. L'argent que papa t'a laissé, c'était pour que tu vives bien, pas pour que tu deviennes une tyran qui maltraite sa propre petite fille. La fiducie avait des clauses. Et tu as violé la plus importante, celle du respect et de l'intégrité familiale. Un mensonge. Tu inventes. Tu es une vipère menteuse et ingrate. Je vais parler à maître Serrano. Il te remettra à ta place. Il sait ce que ton père voulait. Je faillis sourire. L'excellente idée, maman. D'ailleurs, pourquoi ne pas nous réunir tous dans son bureau demain à 10 heures? Ainsi, maître Serrano pourra expliquer à toi et à Lorena quelle est la situation réelle. Elle raccrocha ou plutôt abattit le combiné. Je restai un moment à regarder l'horizon de la ville par la fenêtre. Le premier pilier était tombé, et le fracas ne faisait que commencer. Je savais que la réunion au cabinet de l'avocat serait la scène de l'acte final. Elle croyait aller à une bataille qu'elle pouvait gagner. Elle n'avait aucune idée que la guerre était déjà terminée et qu'elle avait perdu. Le bureau de maître Serrano était un sanctuaire d'acajou, de cuir et de droit. Ça sentait les vieux livres et une autorité tranquille. Quand Daniel et moi sommes arrivés, ma mère et Lorena étaient déjà assises sur les chaises devant l'imposant bureau. Elles ressemblaient à 2 reines en fin de règne, essayant de garder une façade de dignité, mais l'anxiété vibrait autour d'elles. Béatrice me lança un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. Lorena refusa de me regarder. Maître Serrano, un homme d'environ 70 ans aux cheveux argentés et au regard perçant, nous fit entrer et s'assit. Il posa une mince serviette en cuir sur le bureau. « Merci d'être venu », commença-t-il. Sa voix était grave et mesurée. Madame Béatrice m'a fait part de sa confusion quant à l'état de sa fiducie. Je suis ici pour clarifier les faits. Béatrice se pencha en avant. Dites-le lui, maître. Dites à celle-ci, à ma fille, qu'elle n'a aucun pouvoir pour toucher à l'argent que mon mari m'a laissé. Serrano ajusta ses lunettes. Béatrice, avec tout le respect, la structure que votre époux Ignacio a conçue était particulière. La fiducie, Béatrice VVE de Ramirez, dotée d'un capital de 50 millions de pesos, a été établie comme un fonds révocable. Révocable? Qu'est-ce que ça veut dire? Lança Lorena. Cela signifie,
poursuivit l'avocat en regardant droit ma mère, qu'elle pouvait être dissoute sous certaines conditions. La condition principale, stipulée explicitement par votre défunt mari, était que la seule personne ayant l'autorité pour la révoquer, c'était votre fille, Madame Elisa Ramirez. Le visage de ma mère passa par toute une palette, du rouge de la colère au blanc livide du choc. Impossible. Ignacio ne ferait jamais ça. Il m'aimait. Vous complotez avec elle, accusa-t-elle en me pointant d'un doigt tremblant. Maman, ça suffit, dis-je. Ma voix était calme mais ferme. Maître Serrano ne fait qu'exécuter les volontés de papa. Les volontés de ton père étaient que je vive comme une reine. Hurla-t-elle. Pas que ma propre fille me jette à la rue. Elle n'est personne. Elle n'a rien. Tout ce que tu as, c'est grâce à ton mari. Ce fut l'insulte finale, la négation absolue de tout ce que j'étais, de tout ce que j'avais construit. Lentement, je sortis de ma propre serviette un dossier beaucoup plus épais et je le fis glisser sur le bureau vers elle. Tu te trompes, maman. Elle ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent les documents. C'étaient les statuts constitutifs de Constructorae, les relevés du fonds d'investissement, le Gado del Norte, les rapports annuels de gains s'élevant à des centaines de millions de pesos. Mais qu'est-ce que c'est? Murmura Lorena. Cette fiducie de 50 millions, expliquai-je, ma voix résonnant dans le silence du bureau, n'était qu'une allocation, maman. Une mensualité. Le vrai patrimoine de papa, l'entreprise de construction qu'il a fondée et que j'ai fait croître de 1000% ces 10 dernières années, le fonds d'investissement qui génère ses profits, tout cela, il me l'a laissé à moi dans un testament privé qu'il a signé un mois avant de mourir. Je suis l'unique propriétaire et la présidente du conseil. Le visage de Béatrice était un poème d'horreur et de compréhension. L'argent qu'elle croyait être un droit divin était en réalité une concession. Une concession qui dépendait de ma bonne volonté. Et alors, j'assénai le coup de grâce. L'entreprise est la propriétaire légale de plusieurs actifs immobiliers, y compris, bien sûr, le Penthouse où tu vis. Donc techniquement, maman, tu vivais dans ma maison et ton bail vient d'expirer. Lorena laissa échapper un halètement audible. Ma mère resta sans voix, la bouche ouverte en un rictus d'incrédulité. Le pouvoir réel et absolu avait été transféré, et l'expression sur son visage me dit que, pour la première fois, elle le comprenait. Le poids de la révélation écrasa l'air du bureau. Béatrice semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Elle se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, le visage comme un masque de cire. Mais ce fut Lorena, toujours la plus faible, qui craqua la première. Non, ce n'est pas possible, sanglota-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Papa ne ferait pas ça. Il nous aimait toutes les deux pareilles. Il nous l'a dit. Dans sa lettre. Elle s'arrêta net, portant une main à sa bouche. Ses yeux s'agrandirent de panique en réalisant ce qu'elle venait de dire. Un silence épais et chargé remplit la pièce. Je regardai ma sœur. Daniel, à mes côtés, se pencha légèrement en avant, son instinct d'avocat détectant un indice crucial. « Quelle lettre, Lorena ?» demanda Daniel. Sa voix était douce, mais implacable. Lorena regarda notre mère pour y chercher de l'aide, mais Béatrice était perdue dans son propre choc. Je ne vois pas de quoi tu parles, balbutia Lorena, essayant de reculer. Si, tu sais, dis-je. Ma voix était froide. Je vis avec toi depuis 38 ans. Je sais quand tu mens. Quelle lettre? Acculée, Lorena s'effondra. Après les funérailles, confessa-t-elle entre sanglots, pendant qu'on rangeait ses affaires, on a trouvé une lettre sur son bureau. Elle était pour maman et pour moi. Elle regarda notre mère. Il y avait dans ses yeux un mélange de ressentiment et de complicité. Dans la lettre, papa nous expliquait tout. Et il disait qu'il te laissait le contrôle de tout parce que tu étais la seule à avoir la force et l'intelligence pour gérer ça. Et il disait qu'il savait que maman était impulsive et que moi je n'avais pas la tête pour les affaires. Elle fit une pause, avalant sa salive. Et il nous demandait de te soutenir, d'être une famille. Et il disait que tu étais l'avenir et le pilier, et qu'on devait faire confiance à ton jugement. Et il nous suppliait de prendre soin de toi et de t'aimer, parce qu'il savait que parfois, maman ne le faisait pas. Chaque mot était un coup de poignard. Mon père avait tout vu. Il avait compris la dynamique toxique, anticipé le conflit et tenté, même depuis la tombe, de me protéger et de nous unir. Et elle, ma mère et ma sœur, avaient pris sa dernière volonté,
sa prière la plus profonde, et l'avait enterrée. Elle l'avait cachée par pure jalousie et fierté. Et qu'avez-vous fait de la lettre? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Maman a dit que c'était des bêtises, murmura Lorena. Que papa devait délirer à cause de la maladie. Mais elle a dit que personne n'avait besoin de savoir. On l'a brûlée. L'aveu resta suspendu dans l'air, grotesque et final. Elles ne m'avaient pas seulement méprisé et maltraité émotionnellement toute ma vie, elles avaient profané activement la mémoire de mon père, effaçant sa dernière tentative d'apporter la paix et la justice à notre famille. C'était une trahison d'une ampleur que j'avais du mal à comprendre. Je regardais ma mère, qui maintenant me regardait avec un mélange de peur et, pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à de la honte, mais c'était trop peu, et cela arrivait 38 ans trop tard. Alors que l'aveu de Lorena résonnait encore dans la pièce, Maître Serrano se racla doucement la gorge. Son expression était d'une profonde tristesse, celle d'un homme qui a été témoin de trop de tragédies familiales. Votre père, dit-il, sa voix comme un baume de calme au milieu du chaos, était un homme exceptionnellement prudent et, je le crains, connaissait votre famille mieux que vous ne le pensez. Il ouvrit lentement sa serviette, la même d'où il avait tiré les documents de la fiducie. Il en sortit une enveloppe scellée, jaunie par le temps. Mes initiales étaient écrites sur le devant, avec l'écriture élégante et anguleuse de mon père. Ignacio a anticipé que ses volontés pourraient ne pas être respectées, continua Serrano en rompant le sceau. Il savait que cette lettre pouvait disparaître, alors, un jour avant de signer le testament privé, il est venu à mon bureau et m'a remis ceci. C'est une copie notariale de la lettre originale, accompagnée d'une déclaration sous serment sur ses intentions. Il m'a donné pour instruction de ne les révéler que si un moment comme celui-ci arrivait. Il déplia le papier et commença à lire. La voix de l'avocat donna vie aux mots de mon père. Il parlait de son immense amour pour moi, de sa fierté pour mon intelligence et ma force. Il parlait de son inquiétude pour le tempérament de Béatrice et la faiblesse de Lorena. Il suppliait l'unité, mais précisait, sans la moindre ambiguïté, que sa confiance, son héritage et l'avenir de la famille reposaient sur mes épaules. Chaque phrase était une validation de tout ce que j'avais toujours ressenti, mais que je n'avais jamais osé dire. C'était la voix de mon père qui me rejoignait à travers le temps pour me dire, tu avais raison. Je l'ai vu. Je t'ai choisi. Quand il eut fini de lire, le silence fut total. Il n'y avait plus rien à discuter. Les mensonges avaient été incinérés par la vérité. Je regardais ma mère et ma sœur. C'étaient deux étrangères recroquevillées sur leur chaise de designer. L'arrogance, la colère, l'auto-justification, tout avait disparu, remplacé par la réalité crue et nue de leurs actes. Je me levai. Ma voix ne trembla pas. Maman, tu as 30 jours pour quitter le Penthouse. Lorena, la carte de crédit professionnel que tu utilisais est annulée dès maintenant. Maître, s'il vous plaît, procédez. Et sans me retourner, je sortis du cabinet, laissant derrière moi les ruines de l'ancienne famille, pour enfin commencer à bâtir la mienne. Le mat fut annoncé. Les 30 jours suivants furent un cours magistral de désespoir. Ma mère, dépouillée de son pouvoir financier, tenta d'utiliser sa seule arme restante, la manipulation sociale. Elle lança une campagne téléphonique parmi nos proches, me dépeignant comme une fille cruelle et sans cœur, une usurpatrice qui l'avait mise à la rue pour un petit malentendu familial. Certains d'entre eux, ceux que j'appelais les singes volants, mordirent à l'hameçon. Ma tante Carlotta m'appela pour me dire qu'elle était horrifiée. Comment peux-tu faire ça à ta propre mère, Elisa? Le sang, c'est le sang. Au premier appel, j'ai essayé d'expliquer. Tata, elle a frappé Clara. Elle a posé ses mains sur ma fille. Oh, s'il te plaît. Une fessée au bon moment n'a jamais fait de mal à personne. Tu exagères. Ta mère a besoin de toi. Après cet appel, j'ai changé de tactique. Au suivant, celui de mon cousin Ravière, j'ai répondu simplement par une question. Ravière, si ta mère frappait ton fils au visage, continuerais-tu à l'inviter à dîner le dimanche? Il y eut un silence gêné. Eh bien, c'est différent. Non, ce n'est pas différent, le coupai-je. La seule différence, c'est que j'ai décidé que la sécurité de mon enfant est plus importante que les apparences. Et je raccrochai. Ma réponse devint un mantra. À chaque proche qui appelait pour me faire la morale, je répondais avec calme et fermeté. Elle a frappé ma fille de 7 ans. Pour moi, la discussion s'arrête là. La conviction dans ma voix,
la simplicité incontestable de mon argument commencèrent à désarmer même les plus critiques. Ils comprirent qu'ils n'avaient plus affaire à l'ancienne Elisa, celle qui se pliait pour maintenir la paix. Ils parlaient à une mère lionne qui avait marqué son territoire. Béatrice et Lorena, voyant que leur campagne de diffamation ne marchait pas, tentèrent la pitié. Je recevais des messages à toute heure. Ta mère n'a pas mangé depuis 2 jours. Elle est déprimée. Elle ne sort presque plus du lit. Tu vas la tuer de chagrin. Je ne répondis à aucun. Je savais que leur souffrance était réelle, mais c'était la souffrance du sevrage, l'agonie d'une accro à qui on a retiré sa drogue, l'argent, le contrôle et le statut. Ce n'était pas du repentir. Le 30e jour, un camion de déménagement discret se gara devant l'immeuble de Polanco. Depuis ma voiture, à distance raisonnable, je vis descendre des cartons et des meubles modestes. Béatrice et Lorena emménageaient dans un appartement de 2 chambres dans la Colonia del Val, un quartier de classe moyenne, agréable, mais bien loin du luxe auquel elles étaient habituées. C'était un appartement que Lorena avait dû louer avec l'argent qui lui restait de son divorce. Pour la première fois de sa vie, à 35 ans, ma sœur devait se soucier de payer un loyer. Les semaines devinrent des mois. Le silence de ma mère fut le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis des années. Ma vie, libérée du poids de son approbation, s'épanouit. Les dîners du dimanche se transformèrent. Maintenant, ils étaient chez moi, dans mon jardin. Nous invitions les parents de Daniel, des amis proches, et ces quelques membres de la famille qui m'avaient appelé non pas pour juger, mais pour demander « ça va ?» Clara redevint l'enfant joyeuse et créative qu'elle était. Sans l'attention et les critiques de sa grand-mère, son talent pour le dessin explosa. Elle remplit la maison de tableaux vibrants et pleins de vie. Un après-midi, alors que je la regardais peindre dans le jardin, avec le soleil de l'après-midi illuminant ses cheveux, je me rendis compte que le sourire sur son visage était la seule validation dont j'avais besoin. Daniel et moi étions plus proches que jamais. Il avait été mon roc, mon complice silencieux dans cette révolution personnelle. Une nuit, alors que nous regardions les étoiles depuis notre terrasse, il me dit « Je ne t'avais jamais vue aussi légère. » Et c'était vrai, je me sentais légère. Le poids d'une relation toxique, un poids que j'avais porté toute ma vie sans m'en rendre compte, avait disparu. J'étais libre. Je reçus des nouvelles sporadiques de mon ancienne famille par ma tante, la seule qui gardait un contact neutre. Lorena avait trouvé un travail comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Elle détestait chaque minute. Béatrice passait la plupart du temps dans l'appartement, à regarder des télénovelas et à se plaindre de sa nouvelle vie. Elle refusait d'accepter la réalité, s'accrochant à la fantaisie que, tôt ou tard, je céderais et que je viendrais la sauver. Elle ne savait pas que l'Elisa qu'elle avait connue n'existait plus. 6 mois après le déménagement, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. J'hésitais, mais je répondis. Elisa. C'était la voix de ma mère, mais une voix différente. Elle n'était ni autoritaire ni exigeante, elle était fragile, brisée. C'est moi, maman. Il y eut un long silence. Je pouvais entendre sa respiration tremblante. Tu me manques, dit-elle. Et ces 2 mots sonnèrent comme si cela lui avait coûté un effort immense. J'attendis. Je ne dis rien. J'ai beaucoup réfléchi, continua-t-elle. Et ce que j'ai fait était mal. Très mal. Je suis désolé, Elisa. Je regrette d'avoir frappé Clara et je regrette tout. Les mots que j'avais attendu d'entendre toute ma vie. Mais en les entendant maintenant, je ne ressentis rien, ni soulagement, ni joie, ni pardon. Seulement un vide. Parce que je savais d'où il venait. Il ne venait pas d'un repentir sincère, mais du désespoir. C'était l'excuse d'une prisonnière, pas celle d'une mère. J'apprécie ton appel, maman, dis-je. Ma voix était gentille mais distante. Est-ce qu'on peut se voir, demanda-t-elle, une note d'espoir dans la voix. Est-ce qu'on peut redevenir une famille? Est-ce que je peux voir ma petite fille? Voilà. La vraie raison de l'appel. Non, maman, dis-je doucement. On ne peut pas. Mais je me suis excusé. Une excuse n'efface pas les blessures et ne reconstruit pas la confiance. Je t'aiderai financièrement. Je veillerai à ce que tu aies le nécessaire pour vivre avec dignité. Mais le privilège d'être dans la vie de ma fille, ça, tu te le laisses enlever toi-même. Et cette décision est permanente. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Pas avec colère,
mais avec une tranquillité définitive. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. 2 ans ont passé depuis ce dîner. Ma vie est plus tranquille, plus petite d'une certaine manière, mais infiniment plus riche. J'ai appris que la famille n'est pas une sentence à vie, c'est un choix. On choisit qui on laisse entrer dans notre cercle sacré, à qui on donne le pouvoir d'influencer sur nous et sur nos enfants. Le sang fait de toi un parent, mais seule la loyauté, le respect et la sécurité font de toi une famille. Je n'ai pas détruit ma mère. Je lui ai simplement enlevé le pouvoir qu'elle utilisait pour me blesser. Je l'ai obligée à vivre avec les conséquences de ses propres actes. Le pouvoir a changé de main, non pas pour opprimer, mais pour protéger. Ma fille, Clara, grandit dans un foyer où elle sait que sa voix compte, que ses sentiments sont valides et qu'elle sera toujours en sécurité. Et ça, pour moi, vaut plus que n'importe quel héritage. J'ai construit mon propre nord, comme mon père le voulait. Et même si le chemin a été douloureux, la vue depuis ici est enfin claire et paisible. Mais parfois, dans les nuits silencieuses, je me demande encore. Ai-je pris les bonnes décisions en protégeant ma fille de cette façon, ou suis-je allé trop loin avec ma propre mère? J'ai peut-être eu tort. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner à la chaîne et de la partager. Ton soutien est essentiel pour que je puisse continuer à créer du contenu comme celui-ci. Si tu as aimé ce récit, tu me ferais une immense joie en appuyant sur le bouton 10 parts. Ton soutien compte énormément pour moi et m'encourage à continuer à chercher des histoires pour vous. Merci de tout cœur.